Rendez-vous nature, une présentation du Réseau ZEC, le réseau à découvrir. Visitez lereseauzec.com. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous nature. Voici Ernie Wells. Allô tout le monde, heureux de vous retrouver à Rendez-vous Nature, la seule émission radio qui parle de chasse, de pêche et de plein air à travers la province dans 25 stations et partout ailleurs via Internet. Et nous en sommes à la dernière émission du mois d'avril, donc de la 11e année de Rendez-vous Nature quand même. Quand on me dit ça passe vite. Ce n'est pas fini, il reste encore 8 émissions à la programmation 2024-2025 jusqu'au 21 juin. Et d'ici là, bien, j'ai encore bien des choses à vous dire et à vous raconter. Et cette semaine, bien, la chasse du grand oiseau gibier, le dindon sauvage, est en cours depuis le 25 avril. Quelle saison de chasse attend les amateurs? C'est ce que va nous dire la coordonnatrice provinciale à la gestion du dindon sauvage, Vanessa Dufresne. Le nombre de chasseurs est toujours en augmentation. Il augmente peut-être moins rapidement que dans les premières années là, où la chasse est instaurée. Pratiquement là, à chaque année, on a un nombre de records de permis vendus pour les chasseurs de dindons. Donc, les chasseurs sont au rendez-vous. C'est une chasse qui est encore populaire. La saga de la chasse restrictive de l'orignal sans bois, réclamée par 3 aigles de la zone 2 Bas-Saint-Laurent, a bougé un peu au retour du congé de Pâques, comme une résurrection des hautes autorités du ministère au 30e étage, qui ont demandé à rencontrer le porte-parole des 3 aigles Chappet, Owen et Bas-Saint-Laurent, Guillaume Ouellet. Ce qu'on veut, c'est de fermer la boucle de l'ancien plan de gestion avec nos acquis, avec nos efforts, d'arriver fort dans un nouveau plan de gestion. On veut fermer la boucle comme il faut. Le mois de mai est à nos portes. On passe du cocooning au plein air et notre chroniqueur Alexis Nantel nous parle d'équipement, d'entraînement et de bouffe. Le mois de mai, c'est le mois où on se réveille de notre hibernation, je dirais. Puis où on regarde nos bottes de rando, puis on se demande, est-ce que je suis encore capable de grimper une montagne sans m'essouffler? Fait que donc, avant de se garrocher dans les sentiers comme un chevreuil au printemps, là, on peut prendre une longueur d'avance avec 3 choses vraiment toutes simples. Les troupes de chasse de Rallye Québec nous interpellent aux nouvelles brèves de la semaine et la Fédération québécoise des chasseurs et des pêcheurs confirme que Pierre Caron est le nouveau président de son conseil d'administration. Il est reconnu pour son engagement bénévole. Pierre Caron siégeait déjà au conseil d'administration où il assumait la présidence par intérim depuis quelques mois à la suite de la nomination de son prédécesseur Marc Renaud, maintenant directeur général de la Fédération. Et lors du dernier congrès de la FDCP, eh bien, plusieurs régions connaissent des changements à la présidence d'associations régionales. C'est le cas sur la Côte-Nord où Éric Bouchard prend le relève de Gilles Couture. Au centre du Québec, Renaud Montmigny succède à Yves Courchaine. Dans Chaudière-Appalaches, Martin Gaudreau prend le relève de Jean-Claude Marcoux. En Mauricie, Sylvain Hainaut occupe le siège du président provincial Pierre Caron. Et en Abitibi-Témiscamingue, eh bien, c'est Pierre Auger qui occupe la présidence que détenait Nathalie Dallaire. Et toujours à propos du récent congrès de la FDCP, ce congrès a souligné la contribution de bénévoles et d'organismes pour leur implication envers la relève, la promotion de la chasse et de la pêche, l'éducation des amateurs et la mise en œuvre de projets d'aménagement faunique. Et Thérèse Moreau de Lanaudière est reconnue comme membre à vie de la Fédération québécoise des chasseurs et des pêcheurs. Rodolphe Lassalle de la région de l'Outaouais a reçu une mention honorifique, membre à vie. Gilles Labine de Montréal, Laval, Montérégie est reconnu comme le moniteur national et l'Association de chasse et de pêche Pont-Rouge dans la capitale nationale reçoit la reconnaissance de la FDCP pour l'ensemble de son œuvre. Et c'est le magazine La Tulipe est reçu de son côté membre honoraire de la FDCP. Olivier Jacques de la CEPAC m'informe que de nouvelles offres automnales sont maintenant disponibles dans plusieurs réserves fauniques et qu'il est dorénavant possible de séjourner sur le territoire de certaines réserves jusqu'au début du mois d'octobre, même pendant la période de la chasse. Ça, c'est nouveau. J'espère que les chasseurs et les promeneurs ne prendront pas les mêmes trades. Et des chalets, des unités de prêt à camper et des emplacements de camping sont offerts selon la réserve visitée dans de nouvelles zones vertes et récréatives. Alors, tous les détails sont sur cepac.com.
Et sur Anticosti, bien, il y aurait eu peu de pertes de chevreuils par rapport à l'hiver 2024, alors que cette année-là, il y en avait eu déjà très peu. Mais on le saura vraiment une fois que le biologiste de CEPAC Anticosti, Éric Savard, aura fait sa tournée sur le terrain et dressé son inventaire, ce qui devrait se faire fin mai, début juin. Pour le moment, tout ce que l'on entend sur la situation des cerfs meuniers ne serait que pure spéculation, tranche le porte-parole de CEPAC Anticosti, Daniel Lévesque. Et le festival de pêche à la mouche de Palme reviendra pour une 19e année en 2026. Et à l'aube de la saison de pêche, bien, la Fédération québécoise pour le saumon atlantique lance un appel à tous les pêcheurs pour soumettre des projets de vidéos qui met de l'avant le territoire canadien et différentes espèces qui se pêchent à la mouche. Le festival Palme est réalisé avec l'aide financière du ministère de la Faune et de la Fédération québécoise pour le saumon atlantique en collaboration avec Ouké. Les moucheurs vidéastes sélectionnés par le comité organisateur se partageront une bourse de 30 000 $ offerte par la Fédération québécoise du saumon atlantique. Les courts-métrages ont une durée de 5 à 15 minutes et ils seront diffusés lors du festival dans plusieurs villes québécoises et canadiennes. Alors, pour s'inscrire, pour poser sa candidature et pour des informations, bien, c'est bien simple, festivalpalme.ca. Je m'arrête ici pour une courte pause et au retour, eh bien, comme la chasse du danon sauvage vient de commencer le 25 avril, eh bien, j'en parle avec la coordonnatrice provinciale de la gestion du danon sauvage, Mme Vanessa Dufresne, qui va nous en apprendre un peu plus sur ce grand oiseau gibier à plumes. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. N'attendez pas à la dernière minute. Préparez maintenant votre prochaine saison de pêche grâce aux experts de l'Atelier du Moucheur à Rimouski, Cannes, Moulinet, soie, leurre, mouches, accessoires, vêtements pour femmes et pour hommes. Livraison gratuite à partir de 100 $ d'achat. Reconnu partout au Québec depuis 35 ans, son expertise fait sa renommée jusqu'en Europe. Magasinez en ligne au www.atelierduMoucheur.com sur le boulevard Jessup à Rimouski. Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux quatre coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. Chasseurs, procurez-vous le Buck Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Ne commettez pas l'erreur de la contaminer avec une branche d'arbre. Conçu à Rimouski, fabriqué au Québec, écologique, facile à nettoyer, résistant et compact. Disponible chez tous les bons marchands. Détails au www.buck-thorax.com. L'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous Nature, une présentation du Réseau ZEC, le réseau à découvrir. Visitez leréseauzec.com. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. De retour à Rendez-vous Nature, la chasse du dindon sauvage est en cours depuis le 25 avril et 2025 marque la 17e année de la chasse de ce grand oiseau gibier autorisé au Québec depuis 2008. Mais pas partout. L'activité chasse s'est étendue au rythme des lâchers de dindons et de la colonisation des régions par l'oiseau lui-même. Jusqu'en 2013, 634 dindons avaient été relocalisés. Leur nombre a augmenté et les oiseaux migrent maintenant aux quatre coins de la province ou presque vers l'est et même
même vers le nord du Québec. Vanessa Dufresne est biologiste au ministère responsable de la faune et elle est la coordonnatrice provinciale de la gestion du dindon sauvage pour le ministère responsable de la faune. Vanessa Dufresne, au départ, c'est un oiseau qui prolifère beaucoup parce que je voyais que dans tous les lâchers entre 2003 et 2013, il y avait eu 634 dindons qui avaient été relocalisés au Québec. Puis là, récemment, je pense que c'est vous-même qui l'aviez dit, on a à peu près une population de 70 000 oiseaux. Donc, c'est un oiseau qui, malgré la chasse, qui se reproduit rapidement. En fait, ce qui est important de mentionner, c'est que par ces relâchés-là, on a eu conscience qu'il y a eu quand même eu un beau taux de mortalité. OK. Il y a eu certains de ces relâchés-là qui étaient faits avec des dindons d'élevage, oui. Donc qui est la même espèce que notre dindon sauvage, mais qui avait quand même perdu certaines adaptations dans son milieu naturel, par exemple dans des situations de prédation, des choses comme ça. Puis actuellement, c'est vraiment des tendances qu'on a. On n'a pas de chiffres précis là, ou même des estimations sur la population de dindons qu'on a au Québec. Par contre, on va suivre sa prolifération par des tendances. Donc, on utilise notamment les données de récolte par la chasse. On a aussi un sondage qui est effectué auprès des chasseurs de dindons. Donc, c'est toutes des données qu'on est capable d'aller analyser puis qui nous donnent une idée là, où la population là, se situe. Parce que depuis les 3 dernières années, puis même j'inclurais aussi le printemps de 2025, ce sont des printemps ou des saisons qui a peu de neige, qui sont favorables finalement à la reproduction. Donc, ma question, moi je pensais qu'il y avait vraiment environ 100 000 dindons, mais ça c'est pas facile à déterminer comme ça. Mais est-ce qu'il y a suffisamment de nombre de chasseurs pour pallier à la croissance rapide des dindons, ou s'il faut plus de chasseurs, parce que je sais que du côté des producteurs agricoles, il commence à y avoir des levées de boucliers. Même dans les villes, les gens commencent à dire qu'ils voient l'oiseau comme étant un intrus en milieu urbain, puis qui est dangereux. Même le maire de Louisville avait ouvert une chasse aux dindons, puis c'est finalement un de ses citoyens qui avait pris une fronde, puis qui avait ciblé le dindon. Mais tout ça pour dire que le dindon est en croissance à peu près partout, mais le nombre de chasseurs à polaire a augmenté tellement. Il augmente, oui, mais on parlait à peu près de 26 000 certifiés au Québec en 2024. Oui, effectivement, le nombre de chasseurs est toujours en augmentation. Il augmente peut-être moins rapidement que dans les premières années là, où la chasse est instaurée, mais pratiquement là, à chaque année, on a un nombre de records de permis vendus pour les chasseurs de dindons. Donc, les chasseurs sont au rendez-vous. C'est une chasse qui est encore populaire, dont la popularité ne semble pas s'essouffler, du moins pour l'instant. Donc, ce que nous, on observe, c'est que, oui, il y a plus de chasseurs, il y a plus de récoltes, mais globalement, au Québec, le taux de succès de chasse est relativement stable. On parle de combien à peu près? On parle de combien de pourcentage? On est toujours autour de 30 %. Évidemment, là, ça peut fluctuer un peu d'une année à l'autre, mais dans les dernières années, on est toujours autour de 30-31 % pour un premier dindon, ce qui est quand même très bon, là. Puis, dans le fond, le fait que ça soit stable, ben ça nous indique justement qu'il y a une certaine... que la population de dindons, là, en fait, elle est bien implantée et qu'elle est relativement stable. Il y a certaines... C'est sûr que là, si on va dans les détails au niveau régional, il y a certaines régions, plus au nord notamment, là, où est-ce que là, on sent que la population est encore en expansion. Il y a encore une augmentation là, de ces populations-là. Mais somme toute, elle est soit stable ou en croissance. Oui, puis il faut dire aussi que vous parlez de 30 % pour un premier dindon, mais oui, c'est bon parce que c'est un oiseau qui n'est pas facile à chasser non plus. Il y a une vue, semble-t-il, comme un laser, il le voit de façon absolument très, très loin, puis il entend parfaitement bien aussi. Ça prend un chasseur quand même assez aguerri qui maîtrise bien les appels du dindon pour pouvoir assurer une récolte. Oui, absolument. Vous avez raison quand vous dites ça, parce que c'est souvent ce qui attire les chasseurs pour aller chasser le dindon. C'est le défi que ça comporte. Faut être très immobile, très silencieux. L'appel avec les appos doit vraiment être très précis, pas trop fréquent, mais bref, il y a beaucoup de détails à tenir en compte. Et c'est ce qui fait que
les chasseurs aiment chasser le dindon, justement, parce que c'est pas une proie facile. Parce que vous savez, il y a de plus en plus de femmes maintenant qui chassent, même au-delà de 30% des nouveaux certifiés à chaque année sont des femmes. La balance, une quarantaine de pourcents, c'est des jeunes de 18 ans et moins, puis après ça, c'est des adultes. Mais les femmes prennent de plus en plus leur place dans la chasse. Vraiment, le portrait est en train de changer au Québec à ce niveau-là. Puis non seulement les femmes prennent leur place, mais on sent qu'elles ont leur place aussi dans ce domaine-là. Puis il y a tout aussi l'espèce de mentalité aussi qu'on voit changer, où les gens veulent plus s'intégrer à la nature, se réapproprier un peu les ressources. Donc les femmes font effectivement partie de ce mouvement-là. Puis moi, je dis que les femmes seraient très bonnes au dindon parce que les femmes sont plus patientes, sont plus méticuleuses, donc elles vont maîtriser parfaitement bien les différents appels. Parce qu'un dindon, lorsqu'on l'appelle un dindon, puis on a la mauvaise tonalité, ben il va repérer l'endroit où il a entendu ce son-là, puis il ne reviendra plus. Il va aller ailleurs, il ne reviendra plus là. Donc, il faut être très, très, très précis dans nos cadres. Mais je voulais vous demander, le dernier lâcher de dindon a eu lieu dans le centre du Québec. Puis ça fait au moins peut-être une bonne quinzaine d'années, je pense, de ça. Mais pourquoi qu'il n'y en a pas eu du côté de l'Est du Québec, comme au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie? Là, il y a de la chasse depuis 2 ans cette année au Bas-Saint-Laurent, mais ça a pris des oiseaux finalement qui ont refoulé de la zone 3 et même de la zone 4 vers le Bas-Saint-Laurent pour ouvrir la chasse. Mais pourquoi qu'il n'y a pas eu d'autres lâchés après 2013, je pense? Il faudrait que je revoie mes chiffres, là, oui. En fait, c'est plus vraiment nécessaire d'aller vers ces pratiques-là parce que on le voit très bien, là, l'espèce prolifère d'elle-même, puis avec les hivers qui sont de moins en moins rigoureux, ou en tout cas, les hivers rigoureux sont moins fréquents, ça lui donne quand même le chemin là, à progresser. Puis, on a l'impression que c'est pas terminé, là, que sa progression va se poursuivre. Par contre, de laisser les choses aller naturellement sera sans doute un meilleur gage de succès, puisque si on essaye de devancer un peu la nature puis que finalement les relâchés se font dans des endroits qui sont pas propices, ben ça viendra sans doute difficile d'émettre des modalités de chasse qui sont adéquates, puis même au risque de devoir reculer par la suite. Donc de laisser la nature faire les choses là est beaucoup plus sage. Pour l'instant, le quota est fixé à 1 dindon par chasseur dans 2 zones différentes pour la chasse printanière. Est-ce que vous êtes sur le point de revoir ça dans les zones peut-être où la densité est plus forte? Bien, les dernières modifications qui ont été faites aux modalités de chasse remontent au printemps dernier, donc il y a seulement 1 an, au printemps 2024. On a émis des nouvelles modalités de chasse, donc on a assoupli quand même, à quelques endroits, là, on a ouvert une nouvelle zone. Dans 4 zones aussi, on a passé de 12 demi-journées à 25 demi-journées pour la chasse au printemps, de 1 à 2 dindons. On a ouvert la chasse d'automne aussi dans 3 zones. Donc, il y a déjà des assouplissements qui se sont faits déjà récemment. Et faut quand même rester prudent là, dans cette manipulation-là, parce qu'on va vouloir... avant d'avoir une tendance, en fait, avant de voir un peu l'effet de ces modalités-là, il faut attendre quelques années, au minimum 2 à 3 ans, 4 ans. Puis là, on est capable de se faire une tête. Est-ce qu'on a besoin de réajuster? Est-ce que l'espèce répond bien? Parce que c'est sûr que l'objectif du ministère, c'est d'avoir que l'espèce, en fait, soit pérenne dans le temps, puis que l'exploitation puisse se faire de façon durable aussi. Donc, c'est vraiment de composer les deux, là. Comment se fait le dénombrement des populations de dindons? Je sais que pour le chevreuil, l'orignal, ça se fait par la voie des airs durant l'hiver, mais pour le dindon, vous procédez comment? On n'a pas d'inventaire, donc c'est pour ça qu'on n'a pas d'estimation de population. Comme je vous le mentionnais, on procède plutôt par observation des tendances. On utilise différents indicateurs. Puis les indicateurs vont aller en croissance ou en décroissance. Donc, c'est surtout avec ça là, qu'on va se faire une idée. Mais pour avoir une estimation de population, il faudrait vraiment procéder à des inventaires, soit, par exemple, des inventaires de champs, des mâles au printemps, ou des inventaires de couvées pour mesurer la productivité par les femelles, des choses comme ça.
Puis quand vous parlez de couvée, c'est que la dinde peut produire plusieurs rejetons par année? Absolument. Elle va pondre 10 à 12 œufs environ par nichée. Puis, si cette nichée-là connaît un échec, elle peut en refaire une deuxième. Donc, c'est effectivement une espèce très productive. Ouais. Par contre, il ne faut pas oublier que c'est une espèce qui est quand même assez soumise à la prédation, là. Donc, qui est bien prédatée. Donc, cette productivité-là a sa raison d'être, là. Oui. Il y a pas... c'est effectivement pas tous les jeunes qui vont survivre. On parle peut-être, sous toute réserve, là, peut-être une 50% environ là, des jeunes qui vont se rendre à l'âge adulte. Okay. Donc, ça lui permet là, justement cette productivité-là de contrer, par exemple, la rigueur de l'hiver, la prédation, ce type d'obstacle-là. Là. Oui, à part l'homme, là, quels sont les principaux ennemis du dindon? C'est sûr que la chasse reste pas mal la source de mortalité principale. Donc, on parlait de la rigueur de l'hiver, c'en est un. C'est sûr que là, avec les changements climatiques, c'est un peu moins fréquent ou un peu moins intense. Les effets qu'on va observer, somme toute, ça reste quand même une limite là, à sa survie ou à sa progression sur les territoires. Ensuite, il y a effectivement la prédation qui peut survenir à tous les stades de son cycle de vie, mais principalement au moment de la reproduction. Donc, quand la femelle pond les œufs peuvent être prédatés, par exemple par le raton laveur, les corvidés, corneilles, etc. Okay. Puis les jeunes aussi sont assez vulnérables là, à la prédation. On parle entre autres le renard, les oiseaux de proie, les hiboux, les chouettes. Ouais, finalement, ils sont pas tranquilles nulle part, les pauvres dindons. Non, effectivement. Même si c'est un oiseau qui est gros et imposant, il reste quand même vulnérable à certains égards. Le seul mauvais côté qu'on peut dire du dindon sauvage, c'est peut-être cette impression, comme j'en parlais un peu au début, là, il est craint de la population, là, puis qu'on le voit comme un oiseau nuisible, mais au contraire, il a sûrement sa place dans la chaîne alimentaire ou dans la biodiversité des animaux, là. Oui, faut le remettre en perspective, hein. L'espèce a quand même fait son apparition récemment, si on parle en termes d'histoire, là, est quand même récente au Québec. Donc, il y a toute une habituation qui doit se faire avec les gens. Les gens doivent un peu s'habituer à voir cet oiseau-là et s'habituer à ses comportements également, qui sont aussi en évolution. Au début, le dindon était plutôt discret dans ses habitats naturels. Et puis là, plus ça va, plus on le retrouve dans des milieux urbains. Parce que, l'habitat est favorable, il trouve des bonnes sources de nourriture également. Il n'y a pas nécessairement plus de prédation dans ces secteurs-là aussi. Donc, c'est toute une espèce de... C'est une nouveauté, en fait, là. Même si ça fait quand même quelques années, c'est sûr que le dindon n'a pas toujours été dans la coutume là, des gens du territoire. Ouais. Donc, c'est vrai que ça peut être imposant. Puis pour quelqu'un qui en a jamais vu ou qui en voit depuis quelques années seulement, oui, ça peut faire peur. Mais la cohabitation avec le dindon... elle est possible. Comme toute cohabitation, elle représente des défis, mais ne serait-ce que quand on en voit puis qu'on se sent menacé, en fait, l'objectif, c'est juste d'être plus imposant que lui. Donc, pas hésiter à lever les bras, à être très vocal, se faire imposant. Puis, normalement, le dindon là, va répondre... d'un comportement naturel, va être effarouché, il va quitter lui-même. Ouais. Par contre, là où la problématique, c'est quand il y a eu des individus qui ont été habitués à des secteurs plus urbanisés, plus de contact avec les humains. L'exemple des mangeoires d'oiseaux revient souvent. Là, ça lui apporte quand même une proximité assez grande avec l'humain. Puis associe l'humain à des sources de nourriture à ce moment-là. Et oui, il peut y avoir des comportements agressifs
qui viennent avec ce genre de situation-là. À ce moment-là, c'est vraiment de minimiser, d'éliminer les sources de nourriture là, pour vraiment laisser à l'animal là, son comportement naturel le plus possible. Oui, puis il y a aussi le fait que parfois il y a des incidents isolés, comme je vous parlais de l'oiseau de Louisville, puis il y a quelques années dans la région de Rimouski, il y a un dindon qui avait fracassé une vitre du salon d'une maison privée, mais c'est vraiment isolé comme incident, donc on peut pas généraliser là-dessus. Alors donc, on va se fier sur les chasseurs pour maintenir l'équilibre de l'espèce. Vanessa Dufresne, je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations et je vous dis à une prochaine fois. Ça a été un grand plaisir, merci. Au revoir, merci. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Jusqu'en 1978, l'accès au territoire public pour la chasse et la pêche au Québec était réservé à des clubs privés, limitant ainsi l'égalité des chances pour tous les citoyens. En réponse, l'opération Gestion Faune a été lancée en 1977 avec pour mission de garantir une exploitation équitable et durable des ressources fauniques. Cette initiative visait à protéger la faune, à assurer l'accès à tous les Québécois et à encourager la participation des utilisateurs dans la gestion de ces ressources. En 1978, les ZEC ont vu le jour, avec une mission unique, gérer démocratiquement ces territoires publics par des associations sans but lucratif. Les bénéfices générés sont entièrement réinvestis dans la conservation et la valorisation des ressources fauniques au cœur de leur mission. Le réseau ZEC, c'est 48 000 km² de territoire forestier. À l'automne, c'est la chasse au petit gibier et au gros gibier, mais c'est aussi le petit manteau au bord du feu en fin de soirée. C'est aussi s'emmitoufler dans son sac de couchage après une longue journée à se promener dehors. C'est aussi la première gorgée de café le matin qui nous réchauffe l'intérieur alors qu'il ne fait que 2 degrés dehors. Mais comme on dit, et qu'on est bien dans le bois. Le réseau ZEC, 63 ZEC, 12 régions. Chasseurs, procurez-vous le Boc-Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Ne commettez pas l'erreur de la contaminer avec une branche d'arbre. Conçu à Rimouski, fabriqué au Québec, écologique, facile à nettoyer, résistant et compact. Disponible chez tous les bons marchands. Détails au www.boc-thorax.com. L'essayer, c'est l'adopter. Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux 4 coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. Rendez-vous Nature, une présentation du réseau ZEC, le réseau à découvrir. Visitez le réseauzec.com. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. De retour à Rendez-vous Nature, la saga de la chasse restrictive de l'orignal sans bois réclamée par 3 ZEC de la zone 2 Bas-Saint-Laurent a bougé un peu au retour du congé de Pâques, comme une résurrection des hautes autorités du ministère au 30e étage qui ont demandé à rencontrer le porte-parole des 3 ZEC Chappais, Owen et Bas-Saint-Laurent, Guillaume Ouellette. À Rendez-vous Nature, on fait le point sur cette rencontre avec le porte-parole des 3 ZEC. Guillaume Ouellette a rencontré ce mercredi 23 avril des représentants du ministère de la Faune qu'on appelle des hautes autorités du ministère. Est-ce que le ministre Benoît Charest était présent?
Non, il n'était pas présent. Là. C'était plus au niveau de la direction provinciale. C'est une rencontre qui était prévue, en fait, pour suivre l'évolution du dossier. C'est un dossier qui est beaucoup médiatisé. Absolument. C'est un dossier qui a d'énormes appuis. Je veux que les auditeurs comprennent que présentement, je n'ai pas d'annonce à faire. Je poursuis le dossier. Je poursuis notre front commun. Je poursuis notre demande. Oui. Ma demande est claire, là. Puis je veux que les auditeurs comprennent. Je n'ai pas de promesse ou de positif à donner aujourd'hui sur une réponse positive. Par contre, ce qu'on veut, c'est de fermer la boucle de l'ancien plan de gestion avec nos acquis, avec nos efforts pour arriver dans un plan de gestion. Et je me répète, avec des outils dans les ailes que je suis très satisfait d'arriver fort dans un nouveau plan de gestion. On veut fermer la boucle comme il faut. On le sait que le chapitel va bien. On le sait parce qu'on a fait en sorte de le remonter depuis 2022, le chapitel. Mais on demande de fermer une boucle. Oui. La bonne façon est tomber fort dans un nouveau plan de gestion et d'équilibrer la zone au plaisir de tout le monde. N'oubliez pas, on demande la plus petite des solutions, c'est la restriction des 3 hectares d'orignal sans bois, oui. qu'on n'en fait rien, ou est-ce que le reste de la zone va être calibré juste par souci de précaution. Oui, mais ça, on le sait, ou la majorité des gens le savent, mais ce qu'on ne savait pas, c'est la rencontre que Québec vous a demandé, ou a demandé à Guillaume Ouellette, de la rencontre du 23 avril. Est-ce qu'on a dit pourquoi qu'on voulait rencontrer Guillaume Ouellette? Est-ce qu'on a dit... En fait, c'est un peu ma demande aussi. Oui, j'étais à la mode, mais les Teams, on permet pas un contact direct en négociation entre personnes. Fait que oui, j'avais demandé ça de mon côté et j'ai eu une invitation de l'autre côté aussi. Fait que c'est bien vu parce que s'il n'aurait pas voulu m'entendre, il m'aurait pas invité. Et vice-versa. Puis j'aurais pas voulu non plus ouvrir une porte sur une possible négociation. J'aurais pas demandé une rencontre en présentiel non plus. Oui, mais les gens du ministère que tu as rencontrés, ils étaient au courant du dossier, ils savaient comment ça marchait. Ça fait 2 semaines que les médias rapportent l'événement. Celui qui le rapportait le mieux au niveau d'un appui, c'est Pascal Birubé. Il y avait même le document en main disant que les biologistes du ministère en région recommandaient la chasse restrictive de l'orignal pour cette année. Ils n'étaient pas au courant de ça à Québec? Ben oui, ils sont au courant de ça, mais tu sais, je veux dire, c'est quand même... je prends pas de défense de personne. Québec est grand, fait que, tu sais, j'ai refait un grand tour de roue précis, des plus grandes précisions que j'ai dans le dossier, que je maîtrise très bien avec du monde en arrière de moi, bien clair. Je le fais pas toute seule. Et j'ai représenté la chose bien claire et bien précise. Puis là, vous vous êtes laissé sur quelle note? Sur quoi? On s'est laissé sur une note de recommunication sous peu. J'espère d'en avoir, bien entendu, puis je suis bien confiant d'en avoir, mais j'ai rien à annoncer aux auditeurs. Puis je veux rajouter, je précise, je suis pas en train de faire un débat sur le futur plan de gestion. Je prends un front commun pour fermer la boucle des acquis et des efforts dans la zone 2 faits par les 10 territoires structurés, incluant notre direction régionale qui a participé depuis 2022. C'est ça qu'on fait. Est-ce que ça, les gens de Québec sont au courant que les biologistes du ministère en région vous a donné ou a donné aux Trois-Ecs leur bénédiction pour que ce soit la chasse de l'orignal sans bois cette année, ou ça, ils ne savaient pas? Je présume que oui. C'est bien dur des fois d'avoir toutes les communications à ce niveau-là. Je présume que oui. Est-ce qu'on peut s'attendre à des négociations sur le dossier, genre, je sais pas, oui, on va... Parce que là, le 31 mars, le ministère avait annoncé que les chasseurs de toute la zone 2 au complet pourraient chasser indifféremment le mâle, la femelle et le veau. Toi, tu demandes la récolte de l'orignal sans bois, puis tu demandais aussi le permis pour la femelle dans les Trois-Ecs. Est-ce qu'il peut y avoir des négociations? Je te donne ça, tu me donnes ça? Moi, je pense que... Ben oui, je pense que oui. Puis tu sais, je veux dire, cette année, on va être logique. C'est la dernière année de l'ancien plan de gestion. On suit. On sait, oui. C'est ensemble. Mm-hmm. On a des outils rattachés à ce plan de gestion-là. OK? Dans les outils, il y a un outil qu'on utilisait dans les aigues du Bas-Saint-Laurent, c'est de préserver le veau.
en année restrictive. Oui. Je veux dire, on a des outils qui nous permettent pour la dernière année, telle est la demande des gens de la région, telle est la demande des territoires limitrophes structurés, telle est la demande de nos membres de ZEC. On a des outils nous permettant, je crois bien, d'appliquer la restriction, juste avoir le droit au mâle, puis de restreindre la récolte au mâle seulement. Oui. Mais est-ce que les gens que vous avez rencontrés du ministère, maintenant qu'ils sont en possession de la vérité, du fait que les biologistes en région réclamaient le maintien de la chasse sélective, est-ce qu'ils ont ouvert une porte pour dire, on va changer notre décision, on va revoir ça, mais on est favorable à votre demande? Est-ce qu'il y a un moindre espoir à quelque part ou pas du tout? Quand on se fait un non catégorique, il n'y a pas d'espoir. Est-ce que j'ai eu des promesses? Non. Est-ce que j'ai eu des phrases? Non. Mais est-ce que j'ai eu, on vous rappelle? Oui. Fait que je ne sais pas présentement quel bord que ça va prendre. La seule affaire que je peux vous assurer, et tout le monde connaît mes couleurs, j'ai une équipe, j'ai du monde, je représente une région, je représente 3 ZEC, je représente des chasseurs dans les ZEC. Guillaume Ouellette, il continue son dossier. Mais si Québec maintient le non, vous allez faire quoi, les 3 ZEC? On se permettra une autre entrevue là-dessus qui va... Je garde ma surprise pour la fin. OK. Donc, il y a déjà une stratégie d'adopter, là, de planifier. J'ai une stratégie jusqu'à un non ferme. Bon, OK. Alors donc, on va attendre ça. Et j'imagine que ça va être dans les prochaines semaines parce que le temps passe très vite. On est déjà rendu au mois de mai dans quelques jours. Les gens veulent savoir aussi comment ils vont faire leur prochaine chasse, comment s'y préparer. Donc, j'imagine que d'ici 2 semaines, on devrait être au courant du plan de match pour 2025. Ben, je l'espère, parce que je voudrais pas comme ça a été en 2023, qu'on l'a su le 6 ou le 8 juillet à 15h. Je trouvais ça tard un petit peu. Je pense aussi. Alors donc, Guillaume Ouellette, j'espère que la prochaine fois, on va en savoir un peu plus. Je te remercie quand même de nous avoir donné l'heure juste sur la rencontre du 23 avril avec les hautes sphères du ministère responsable de la faune. Encore une fois, le ministre n'était pas là. À la prochaine. Merci à toi. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. N'attendez pas à la dernière minute. Préparez maintenant votre prochaine saison de pêche grâce aux experts de l'Atelier du Moucheur à Rimouski, Cannes, moulinet, soie, leurre, mouches, accessoires, vêtements pour femmes et pour hommes. Livraison gratuite à partir de 100 $ d'achat. Reconnu partout au Québec depuis 35 ans, son expertise fait sa renommée jusqu'en Europe. Magasinez en ligne au www.atelierduMoucheur.com sur le boulevard Jessup à Rimouski. Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux 4 coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. Rendez-vous Nature, une présentation du Réseau ZEC, le réseau à découvrir. Visitez le réseauzec.com. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. De retour à Rendez-vous Nature, on passe à notre segment plein air avec notre chroniqueur bien connu, Alexis Nantel, qu'on connaît aussi et surtout sous le nom de Alexis le Randonneur. Et avec le mois de mai qui approche, on passe du mode cocooning, si je peux dire, au mode plein air. Mais Alexis, on s'y prend comment pour amorcer la nouvelle saison? Est-ce qu'on parle d'équipement, on parle d'entraînement? Il y a de la bouffe aussi à travers tout ça parce que le grand air ouvre l'appétit, c'est connu. Oui, absolument. C'est un peu tout ça. Le mois de mai, c'est le mois où on se réveille de notre hibernation, je dirais.
puis où on regarde nos bottes de rando, puis on se demande, est-ce que je suis encore capable de grimper une montagne sans m'essouffler dans le stationnement? Fait que donc, avant de se garrocher dans les sentiers comme un chevreuil au printemps, là, on peut prendre une longueur d'avance avec 3 choses vraiment toutes simples. Donc, ça veut dire du bon stock sur le dos, un corps qui se dégèle tranquillement, puis un frigo qui suit le rythme. Alors, tu vas voir, c'est assez simple. Je vais te parler aussi de laine Merino, entre autres, là, du côté de l'équipement, de quelques bons réflexes à avoir du côté de l'entraînement et de comment ajuster son alimentation un petit peu au printemps pour avoir du fuel dans le moteur sans être plombé. Ouais, parce que ça ne marche pas électrique, hein, ça prend toujours un peu de carburant. Mais dis-moi, la laine Merino, là, on entend parler, ça fait des années, mais on en parle encore, puis il y a encore des gens qui ne connaissent pas, quoi. Ben oui, puis c'est surtout que c'est pas juste pour l'hiver. C'est pour ça que je voulais amener ce sujet-là pour le printemps, puis même la période estivale. Moi, je porte ça partout quand je pars en expédition. Même, tu vois, j'ai porté un T-shirt même dans le Sahara, là, tu sais, dans le désert. Donc, c'est pour te dire comment ça fait un travail assez extraordinaire. C'est vraiment intéressant dans la mesure où c'est pas un vêtement qui va empester après 2 jours à jouer dehors. C'est ça qui est le fun de la laine Merino. Et ça va aussi permettre de conserver notre température. Ça vient des moutons Merino, hein, surtout de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie. C'est une fibre vraiment championne, comme je te disais, pour régulariser la chaleur du corps. Et ces moutons-là, ben, ils vivent dans des zones de moins 10 à plus 30 degrés. Donc, leur laine, c'est une vraie clim naturelle, je dirais. Et c'est pour ça qu'on peut l'utiliser à longueur d'année. Alors, tu vois, je t'explique un peu au printemps, ça garde au chaud le matin, puis ça reste frais l'après-midi. Ça a cette double vocation-là, parce qu'au printemps, évidemment, on connaît des écarts de chaleur importants, de température. C'est antibactérien, donc on dit adieu aux t-shirts qui puent. Par exemple, le polyester, hein, fait à partir de fibres de plastique, là. Ça, c'est très difficile, surtout quand on a plusieurs jours d'affilée à le porter. C'est ultra doux aussi, il n'y a pas de démangeaison. Là. Pour ceux qui pensent que c'est de la laine puis ça pique, c'est une laine, là, surtout quand la concentration, évidemment, est importante dans le chandail, qui ne fait aucun problème sur la peau. C'est éco-responsable, c'est biodégradable, contrairement au polyester à base de plastique. Et vraiment, c'est parfait pour les t-shirts, oui, mais aussi les chaussettes, puis aussi les sous-couches de soirée, si on désire porter, par exemple, un caleçon long ou un t-shirt à manches longues en laine Merino pour garder sa chaleur. Il y a un petit bémol, par contre, c'est plus cher, mais ça dure. Faut le laver doucement, ça sèche à l'air rapidement. C'est pas le meilleur ami de la sécheuse, là, faut se le dire, donc il faut vraiment éviter cet appareil. Et quand tu parles de cher, un peu plus cher, c'est par rapport à un t-shirt normal à 29,95 $, ça peut valoir combien un t-shirt en Merino? Écoute, ça dépend toujours de la composition. Pour regarder le pourcentage, on essaie toujours de trouver des chandails qui vont avoir une composition au moins de 50-60%. C'est sûr qu'on va peut-être payer par rapport à un polyester de qualité, là, encore là, mais au moins 2, sinon 3 fois plus cher. Mais, je vous le dis, ça dure beaucoup plus longtemps parce que l'autre va enfermer les bactéries puis va conserver l'odeur là, à long terme de toute façon. Donc, on fait vraiment une économie en bout de piste puis c'est beaucoup plus écologique. Oui, puis porter de la laine l'été, ça m'est jamais passé par l'esprit non plus, mais est-ce que c'est vraiment confortable quand il fait chaud? Parce que côté prix, bon, c'est un peu plus dispendieux, mais ça vaut vraiment l'investissement à long terme? C'est quoi? Absolument. Ouais. C'est une fibre qui respire énormément. Puis évidemment, on va la prendre plus mince. Hein? Les laines d'été, là, disons, dans les vêtements en Merino, c'est un peu plus mince, moins épais que celle pour la période hivernale. Donc, vraiment, là-dessus, là, on va être tempéré. C'est vraiment super. C'est étonnant. Je te parle d'entraînement pour repartir la machine. Alors, tu sais, souvent, on peut recommencer dans des entraînements de quartier que j'appelle, c'est-à-dire on sort de la maison, on passe la porte et puis déjà, facilement, on peut faire un peu d'entraînement. Là, vous avez le bon linge sur le dos. On va parler maintenant un peu plus de cardio. C'est facile, hein? On peut facilement faire un entraînement avec 2 escaliers, par exemple. Alors, on y va facilement. Les escaliers, ben c'est un simulateur de montagne. Donc, on peut en trouver partout quand c'est pas à la maison, à l'extérieur. Moi, je suggère de faire 10 minutes, 3 fois par semaine d'escalier pour se refaire les jambes. Évidemment, on commence tranquillement, puis on peut accélérer. On peut même éventuellement aller monter
2 par 2, voire 3 par 3 quand c'est possible. On peut aussi ajouter dans notre sac à dos, parce qu'on va mettre notre sac à dos même en sortie là, à la maison ou dans le quartier, où on va ajouter du poids. Des fois, on a l'air d'un extraterrestre, mais non. Vraiment, c'est pour ajouter du poids. Ça devient un entraînement fonctionnel. Et puis, comme je le disais, on monte plus vite, c'est-à-dire on peut soit sauter des marches, soit on peut monter plus vite. Presque à la course, puis à un moment donné, monter plus en marchant, repartir à la course. Donc, on ajoute des intervalles dans la façon de faire ces escaliers. Puis si on n'a pas d'escalier ou on n'a pas le temps de sortir, on peut tout simplement faire à ce moment-là ce qu'on appelle des squats ou des fentes pour travailler les cuisses et les mollets. Donc, vous allez faire, par exemple, 20 squats, 10 fentes par jambe, 2 ou 3 séries. Là, le focus est vraiment sur le contrôle de la vitesse. On veut descendre tranquillement et remonter aussi tout aussi doucement. Et l'objectif de ça, en extra, c'est de prévenir les douleurs et les blessures en descente, évidemment, quand on va être sur le terrain en montagne. Ça va vous donner aussi plus de mobilité. Ça veut dire plus de longévité aussi pour votre corps dans les activités physiques. Donc, étirement doux pour les chevilles, les hanches, le dos. On peut même ajouter, ça c'est de plus en plus le cas, un peu de yoga pour la mobilité articulaire. Et ça, on le voit, beaucoup de professionnels l'intègrent dans leur propre sport, là, dans leur routine d'entraînement, les golfeurs même. Alors donc, vraiment, le yoga peut nous servir là, au niveau de la mobilité. Et il y a la marche active, évidemment, parce que qui dit randonnée dit marche. Donc, on a un rythme rapide, on va intégrer des petites côtes, on va varier le terrain, essayer de sortir 3 à 5 fois par semaine. Puis en une semaine ou deux, là, vous allez vraiment voir la différence. Mais tu vois, tu as répondu à une interrogation que j'avais depuis des années, que je connais quelqu'un de vue qui avait déjà fait Compostelle. Et de retour en ville, il se promenait toujours avec son pack-sac puis son bâton de marche. Puis là, je me disais, il est revenu, mais c'était sûrement pour préparer une autre aventure. Oui, tout à fait. Souvent, le sac là, qu'on voit dans les rues, les gens le portent. Et même, j'ai déjà vu ça, moi, au gym, là, sur un escalier roulant, par exemple. Évidemment, c'est parce qu'on va mettre du poids, là, ou on va me porter une veste qui est lestée à ce moment-là. Mais c'est vraiment pour se donner une charge additionnelle. Puis quand on n'aura pas de charge, dans certains cas, ça va devenir juste plus facile. Oui, puis tout à l'heure, il y a quelques instants, tu as parlé de squat, de fente. Mettons que je suis un peu paresseux. C'est pas vrai, là, mais juste un peu, là. Mais est-ce qu'il y a un minimum à faire pour pas trop souffrir de la première rando, de pas avoir mal partout, les genoux et tout, là? Je comprends que le sac à dos, là, ça fait un peu... Ça va aider beaucoup, mais est-ce que tu recommandes peut-être un poids précis, je sais pas moi, le poids d'une livre de beurre ou quelque chose comme ça? Quand on recommence la saison, on peut même commencer sans poids. Moi, c'est ce que je recommande. Commencez par faire vos séries sans aucun poids. Okay. Et éventuellement, vous allez en ajouter tranquillement jusqu'à un maximum logique là, par rapport à la charge que vous allez avoir à porter en randonnée. Si vous faites de la longue randonnée, ça peut aller jusqu'à 30, 50 livres éventuellement. Mais ne commencez pas avec un poids parce que c'est là qu'il y a des risques de blessures. Donc, je le dis souvent, la rando, c'est un crescendo. On y va tranquillement, étape par étape. OK. Mais il faut aussi manger à travers tout ça. Puis ça, manger, c'est manger léger, mais manger solide. Oui, tout à fait. Puis tu sais comment je suis un gourmand, alors j'aime manger, j'essaie de bien manger pour ne pas me priver. Mais quand il fait plus chaud, notre appétit change. Ça, vous allez le remarquer, là. Il faut quand même nourrir le corps qui commence à bouger. Donc, on va manger moins de mijoter, par exemple, mais pas moins de protéines. Ce que je veux dire, c'est qu'on pense, par exemple, aux salades qu'on doit couper dans ce qui contient nos muscles. Donc, on veut réparer, renforcer puis soutenir son énergie. Alors, les légumineuses, puis là, peut-être qu'il y en a qui vont faire « Ah non, pas les légumineuses », mais c'est vraiment une question d'habitude, c'est vraiment une question de trouver des recettes, il faut bien se préparer, mais c'est vraiment, je dirais, les stars du printemps. Il faut les mettre dans son alimentation. Les lentilles, les pois chiches, les haricots noirs, c'est riche en protéines et en fibres. Aussi, il faut se dire que c'est facile à intégrer en salade, en tiède, par exemple, même dans des wraps ou dans des bols mélangés avec un paquet de légumes, par exemple. Alors, c'est moins lourd que la viande, mais c'est vraiment tout aussi nourrissant. Mais il y a des mélanges gagnants qu'on peut ajouter à ça. Par exemple, les œufs. Les œufs, il y a le tofu aussi. Moi, personnellement, je suis pas un amateur de tofu. On a essayé de me convaincre bien des fois. J'ai essayé bien des recettes. Pas capable. C'est pas pour moi. Puis, il y a les grains entiers pour l'énergie longue durée, le quinoa, le riz brun et l'orge aussi qu'on peut ajouter. Puis, le classique, les graines et les noix.
qui sont bons, qui sont des bons gras, qui sont croquants, qu'on peut ajouter dans tout, dans ses salades, puis carrément en mettre une poignée ou deux dans nos poches quand on est en rando. Mais là, je veux vraiment pas qu'on oublie la dernière chose qui est hyper importante, puis qui paraît peut-être un peu nounoune, c'est l'eau. C'est surtout l'eau. Avec l'effort et le changement de température, on oublie souvent de boire de l'eau. Et l'hydratation, ben c'est le meilleur ami du randonneur et du sportif de toute façon. Alors, c'est important même de préparer son hydratation avant, pendant puis après l'activité, de boire vraiment tout au long. Oui, mais quand tu parles de l'eau, là, on voit plein de promotions télé, là, même on s'obstine sur une ville de France par rapport à une eau de source du Québec. Et les gens consomment de plus en plus de l'eau pétillante. C'est-tu recommandé ça en randonnée? Ben, c'est sûr que c'est un peu plus difficile, j'ai l'impression, une eau pétillante en randonnée. Moi, je vais en boire, par exemple, après la randonnée. Ça, c'est pas un problème. Ou même, à la limite, avant. Il y a toutes sortes d'indications de plus en plus qui nous font dire que c'est un peu plus acide pour les dents, entre autres. Donc, on veut réduire aussi la quantité d'eau pétillante. Il y en a qui en boivent énormément. Alors, moi-même, je dois faire un effort pour réduire cette consommation-là. Ce qu'on veut en randonnée, c'est un mélange d'eau, d'énergie, d'électrolytes. Donc, il n'y a rien qui nous empêche, par contre, si on veut changer le goût, d'ajouter un peu de jus d'orange à l'intérieur, par exemple, de l'eau, d'ajouter un peu quelques gouttes de sirop d'érable. Ben oui. Il y a des mélanges, des fois, qui sont tout faits. Donc, facilement, on peut se créer une boisson énergétique là, qui va pouvoir nous soutenir un long moment pendant la randonnée. Oui, mais nous soutenir pendant un long moment, ça veut dire aussi que pendant la randonnée, on peut prévoir peut-être une collation ou deux. Ce serait possible? Oui, absolument. Puis les légumineuses, d'ailleurs, ça se transporte très bien. C'est facile pour quelqu'un qui débute. On peut travailler avec les légumineuses. Puis il y a toutes sortes de recettes qui existent. J'en ai pas comme ça qui me viennent en tête précisément. Mais il y a toutes sortes de mélanges qu'on peut trouver en ligne là, rapidement pour qu'on puisse avoir quelque chose qu'on peut se mettre dans le sac à dos et traîner facilement avec nous. Puis là, le mois de mai arrive, mais on a des gens disent, plus âgés, là, qui ont déjà vu neiger au mois de mai, mais c'est sûr que c'est pas toujours une saison qui est vraiment... c'est pas l'été encore, là. Non, dépendamment où on est justement sur le territoire de notre belle province, évidemment, quand on est plus au nord, on peut avoir un petit peu plus de sursaut. Alors, préparez votre sac, réchauffez vos mollets, rincez vos lentilles, et puis on va certainement se croiser sur le sentier, le sourire d'en face puis le vent dans le dos, espérons-le. Oui, puis ce qu'il faut retenir, en fait, c'est un bon chandail qui respire, même s'il est en laine, un peu de mouvement bien ciblé pour réveiller les muscles des jambes, puis une assiette qui suit le tempo de la saison. Puis la laine Merino, hein, c'est vraiment en t-shirt, aussi en bas. Puis ils ne doivent pas se faire... tu parlais de couches, mettre plusieurs couches de vêtements, mais il n'y a pas de couches en laine Merino pour incontinent. Non, ça, j'en ai jamais vu, mon cher. Tu m'avais pas dit que tu cherchais ça, par exemple, mais non, je peux pas te recommander. Je dis, quand je serai rendu là, je vais en parler à Alexis avant. OK, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une bonne randonnée, puis je te dis au mois prochain. Salut! Hey, ça marche. À bientôt. Bye-bye. Bye. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux quatre coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com.
N'attendez pas à la dernière minute. Préparez maintenant votre prochaine saison de pêche grâce aux experts de l'Atelier du Moucheur à Rimouski, Cannes, Moulinet, soie, leurre, mouches, accessoires, vêtements pour femmes et pour hommes. Livraison gratuite à partir de 100 $ d'achat. Reconnu partout au Québec depuis 35 ans, son expertise fait sa renommée jusqu'en Europe. Magasinez en ligne au www.atelierduMoucheur.com sur le boulevard Jessup à Rimouski. Rendez-vous nature. Une présentation du Réseau ZEC, le réseau à découvrir. Visitez le réseauzec.com. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. C'est ainsi que j'ai vu préparer pour vous cette émission Rendez-vous Nature à cette fin d'avril 2025. Et comme on a pu l'apprendre, les dindons sauvages se portent très bien. Ils continuent de coloniser le Québec. Et il semblerait que Dame Nature n'a pas été aussi catastrophique avec le cerf ou les chevreuils comme on l'aurait cru, surtout dans l'est du Québec. Et un hiver donc 2024-2025 très rigoureux, neigeux, venteux, avec encore beaucoup de neige en forêt. Mais au sud de Rimouski, pour un, on me rapporte que les champs sont bondés de chevreuils. Un chasseur m'informe qu'il voit des chevreuils bien ronds, en grande forme, et que les femelles sont grosses, donc sûrement porteuses de 2 fans. Alors, c'est quand même rassurant après un hiver comme on vient de connaître. Et la cerise ou Sunday, peu ou pas de coyotes. Un observateur me disait qu'il n'avait vu ni entendu un seul canidé de tout l'hiver, puis il reste près de la forêt. Un autre me disait qu'il avait constaté la même chose, même aux environs de certains sites d'animaux de ferme qui sont morts durant l'hiver et entreposés dans des endroits désignés. Alors, pas de coyotes non plus, et toujours selon mon indicateur, il y aurait une explosion de lièvres cette année, en dépit de l'abondance du lynx, qui est son principal prédateur. Sur ce, eh bien, bonne chasse aux amateurs de dindons qui sont à l'affût depuis le 25 avril, et si vous avez des spots de chasse de grand gibier, bien, la forêt est de plus en plus accessible, alors allez-y, allez préparer vos salines. Ici Ernie Wells, merci de votre présence. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre Rendez-vous Nature. Et d'ici là, on peut entendre et réentendre cette émission sur rendez-vous-nature.ca, le journal lesoir.ca Rimouski, sur Balado Québec et sur YouTube. Alors portez-vous bien et à la semaine prochaine pour un autre Rendez-vous Nature. Rendez-vous Nature, une présentation du Réseau ZEC, le réseau à découvrir. Visitez le réseauzec.com. Poursuivez l'aventure Rendez-vous sur le web en consultant nos nouvelles au rendez-vous-nature.ca, à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec.